tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui concerne une présentation de la stratégie européenne sur les soins, le CARE. On va attendre que d'autres participants nous rejoignent. En attendant, je vais vous donner quelques informations pratiques. Voilà, tout d'abord, le webinaire fera l'objet d'un enregistrement et sera disponible sur les réseaux sociaux de ASPD. Il sera également disponible en français. Votre micro sera mis en sourdine pour veiller à la qualité de la session. À la fin du webinaire, nous essayerons de garder un peu de temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, posez-les via l'onglet questions-réponses. Et il y aura également une traduction en langue des signes. En principe, vous devriez voir Adam, notre interprète de signes. Voilà. Transparent suivant. L'interprétation est également assurée en français. Vous pouvez l'activer en cliquant sur Interprétation en bas de vos écrans. Vous devez également mettre en sourdine l'audio original pour mettre en sourdine l'original, bien évidemment. Vous pouvez également activer les sous-titres et la retranscription directe, c'est-à-dire que tout ce que nous allons dire sera retranscrit en direct. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bandeau en bas de vos écrans, transcription en direct, retranscription en direct, et à ce moment-là, vous pourrez voir les sous-titres, ou plus exactement la retranscription en direct. Je vois que nous sommes à 259 participants et on va encore attendre quelques minutes avant de commencer. Rebonjour tout le monde, je vous propose de commencer. Malheureusement, Maciek était censé nous faire une présentation au nom de la plateforme Age. Malheureusement, il n'est pas encore là. Donc, c'est moi qui vais lancer la réunion. Bienvenue à tout le monde. C'est une semaine très importante, surtout pour toutes les personnes qui travaillent sur le CARE, les soins, puisque l'Union européenne vient de lancer la nouvelle stratégie européenne sur le CARE. C'est un document très important. Comme vous le savez, les soins, ce sont des droits humains. Ils permettent également aux personnes de vivre de manière indépendante et autonome. Les soins informels permettent également de disposer de différentes alternatives. Le secteur des soins représente également un vivier d'emploi. Beaucoup d'employeurs sont concernés par ce secteur. Donc, comme on le voit, le secteur des soins malheureusement. Rebonjour. Oui, je suis vraiment désolée pour cette petite déconnexion. Donc, les soins sont importants pour les millions de personnes qui utilisent ces services, les enfants, les personnes en situation de sans-abrisme. Les soins sont importants pour des millions de familles et des millions de personnes travaillent également pour le secteur des soins. Néanmoins, ce secteur est confronté à de nombreux défis et l'Union européenne, ses institutions, essayent de trouver des solutions à ces défis. Nous avons aujourd'hui 1h30 pour discuter de cette stratégie. On va commencer par une présentation de la stratégie par Katharina, qui est directrice des affaires sociales à la Commission européenne. Elle va nous présenter cette stratégie européenne des soins. Et puis, 2 eurodéputés vont également s'adresser à nous
ils ont suivi cette question et ce document au cours de la dernière année. Et ensuite, nous allons donner la parole à de nombreuses ONG, d'employeurs, de syndicats qui vont exprimer leur première réaction quant à l'importance de la stratégie européenne des soins et l'impact que cette stratégie pourra avoir sur le terrain. Démarrons sans plus attendre. Katharina, je vous donne la parole et je vous propose de commencer la présentation de la stratégie européenne des soins. Eh bien, merci beaucoup Thomas. J'espère que ma connexion Wi-Fi va tenir parce que ces derniers temps, on a été confronté à pas mal de défis dans cette réalité virtuelle. Très rapidement, je vais partager mon écran avec vous. Eh bien, le voilà. Et je vais masquer la barre outils. Voilà, j'espère que maintenant vous voyez bien. Tout d'abord, merci. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire avec ASPD. Ce webinaire est tout à fait opportun puisque la stratégie a été adoptée par le collège il y a 2 jours. Hier, nous avons organisé les premières présentations pour les États membres. On va déjà démarrer les négociations la semaine prochaine. Donc, la vitesse de travail sera assez importante et nous espérons que d'ici à la fin de la présidence tchèque, on pourra disposer de nouvelles recommandations et qu'elles auront été adoptées. Alors, comment avons-nous débouché sur cette stratégie? L'année dernière, dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente von der Leyen a annoncé que la Commission présenterait une stratégie européenne sur les soins. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, cette stratégie contient des éléments importants puisqu'elle dit que la stratégie soutiendra les hommes et les femmes à trouver les meilleurs soins et à atteindre la meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle. Et dès le départ, on a dit que ce serait une stratégie et que cela concernerait tout le monde, de la naissance à la fin de vie. Il y a eu pas mal de travaux préparatoires qui ont été organisés. Les premiers remontent à 3 ans, notamment via les consultations sur le pilier européen des droits humains. Et puis, il y a eu toute une série de consultations. Il y a des avis assez ciblés. Il y a notamment l'avis du groupe de haut niveau sur l'intégration transversale du genre, comité protection sociale, comité emploi. On a également beaucoup consulté la société civile, c'est-à-dire vous, les organisations de société civile. Il y a eu une audition conjointe de la Commission du Parlement européen sur l'emploi et les affaires sociales et la Commission droits des femmes, égalité des genres. Et vous voyez sur le camembert, on a reçu beaucoup de réponses, plus de 60 venaient de la société civile, c'est-à-dire vous, et on vous remercie pour toutes ces contributions. Et j'espère que vous reconnaissez certains de vos commentaires et de vos propositions dans la stratégie et dans les recommandations. Alors, qu'entend-on par paquet soins ou stratégie sur les soins? Il y a 3 parties. Tout d'abord, une communication sur la stratégie européenne sur les soins. Dans cette communication, on présente le cadre stratégique pour tous les aspects liés à la garde d'enfants, les objectifs de Barcelone et les soins de longue durée. Également 2 recommandations, une proposition au Conseil concernant une recommandation sur la révision des objectifs de Barcelone et puis une recommandation du Conseil sur l'accès à des soins de longue durée, de qualité et abordables. Et ces 2 recommandations s'accompagnent également de documents internes, une sur les activités de consultation et vous pouvez probablement reconnaître beaucoup de vos commentaires dans certaines des propositions. Et ensuite, recommandations sur les soins de longue durée où on trouve un document en soutien stratégique des recommandations. Pourquoi avons-nous besoin de cette stratégie européenne sur les soins? Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
On en a déjà discuté lors du processus de consultation. Et si on tient compte également de l'impact de la COVID-19 sur le secteur des soins, COVID qui a exacerbé la nécessité de préparer un document tel que la stratégie. Comme vous le savez, c'est la première fois qu'on s'attaque aux soins de longue durée, et notamment en démarrant par la recommandation. On essaie également d'intégrer tous les éléments concernant les soins dans une stratégie. Comme vous le voyez, il y a un lien également avec le pilier européen des droits sociaux. Et on voit que cette stratégie répond à plusieurs piliers, notamment la conciliation, garde d'enfants, aide aux enfants, pilier 11, mais également soins de longue durée, pilier 18. Mais ça va bien au-delà de cela, puisqu'on couvre également l'égalité de genre, en matière de salaire, en matière de dialogue social, soins de santé, et également intégration des personnes porteuses de handicap. Et comme vous pouvez le voir dans tous les chiffres qui figurent sur l'écran, cette stratégie permet de guider les réformes politiques afin de faire la différence pour les personnes qui ont besoin de soins, mais également pour les aidants. Les recommandations ainsi que la stratégie, en tout cas nous le pensons, nous aideront à atteindre les objectifs à l'horizon 2030 dans le domaine de l'emploi, des compétences, mais également en matière de lutte contre la pauvreté. Permettez-moi également de vous présenter rapidement la communication de la Commission sur la stratégie européenne des soins. Et les principaux messages qui apparaissent sur l'écran sont intégrés dans la communication. Tout d'abord, on voit que les soins nous concernent tous, tout au long de notre vie. Nous et nos proches auront soit besoin ou offriront des soins. Ça, c'est le point de départ de notre raisonnement. Et on a déjà parlé de l'impact du coronavirus et de la pandémie qui a montré combien il est nécessaire de disposer de systèmes de soins résilients pour assurer la continuité de ces soins. On a également constaté que les services ou les soins de qualité sont un plus pour tous les âges. La participation à l'éducation préscolaire a un impact important sur le développement des enfants. Des soins de qualité peuvent responsabiliser davantage les personnes, leur permettre de contribuer à l'économie, mais également de vivre décemment. Et pour de nombreuses personnes, les soins de qualité restent inabordables ou indisponibles ou inaccessibles. De nombreux parents ne parviennent pas à inscrire leurs enfants parce que les services ne sont tout bonnement pas disponibles ou alors ils sont trop chers. Et dans tout notre travail, on a constaté que la moitié des personnes de 65 ans et plus vont développer des besoins en matière de soins de longue durée et souvent ce sont des besoins auxquels on n'apporte pas de réponse. Donc voilà les points de départ de la préparation de notre stratégie. On a également constaté qu'il y a également de fortes inégalités de genre au niveau des soins de longue durée. On voit que des bonnes conditions de travail sont essentielles pour assurer la résilience du secteur et on voit également que l'inadéquation des systèmes de soins ont un coût économique et social important. Cela mine également la création d'emplois dans le secteur. Et au moment de structurer la stratégie des soins, tout d'abord, on a dû définir dans le champ à qui elle s'adresse, donc les bénéficiaires, mais également les prestataires de soins.
Comme vous le voyez, on insiste sur les soins de longue durée et les gardes d'enfants, et on voit également les liens avec les autres politiques. C'est pertinent en matière de santé, d'emploi. Et nous avons également défini différents domaines d'action qui vont de l'amélioration des services de soins en passant par l'amélioration des conditions de travail. Il s'agit également de mieux équilibrer les responsabilités en matière d'emploi et de soins. On veut investir dans les soins et on veut améliorer le suivi basé sur les preuves. Et on veut que les processus soient mieux alignés. Donc, comment améliorer le service de soins? En s'attaquant aux différents aspects, ici citer la disponibilité, la qualité, le prix raisonnable et l'accessibilité. Et tous ces aspects ont une importance égale. Et tous ces aspects doivent être abordés dans leur relation par rapport à les soins pour les enseignements et l'enseignement pour les enfants en bas âge, mais également les autres aspects. Et améliorer la disponibilité des services de soins doit s'accompagner d'une amélioration de la qualité. Et pour ce qui concerne la qualité, tous les services doivent être de haute qualité, dit-on, inclusifs, évitant toute ségrégation, et la qualité doit promouvoir le bien-être, la dignité et les droits fondamentaux des bénéficiaires des soins. Pour ce qui concerne le prix, l'affordabilité, le prix raisonnable, les coûts élevés constituent l'obstacle le plus grave qui empêche les enfants à accéder à l'enseignement, mais c'est également un défi au niveau des soins de longue durée. Et la protection de sécurité sociale pour les soins de longue durée pose souvent problème et est trop limitée, ce qui rend les soins peu abordables pour beaucoup de gens. Et ensuite, il y a l'accessibilité. On doit faire en sorte que les services soient accessibles en permettant à ceux qui ont besoin de soins de prise en charge d'utiliser ces services. Et parce que le non-recours à ces services reste un problème important. Au niveau européen, donc, les actions pour améliorer ces services d'enseignement et de soins aux enfants de bas âge, bien sûr, c'est la proposition d'une recommandation sur la révision des objectifs ciblés de Barcelone que je vais vous présenter dans quelques instants. Il y a d'autres éléments qui seront couverts dans la communication, et notamment un aspect important, c'est le suivi, l'apprentissage mutuel. Autre aspect important qui doit être abordé de manière continue, c'est la lutte contre les stéréotypes genrés. Et la Commission va également soutenir les États membres dans leurs efforts individuels pour mettre en place des efforts dans le domaine de l'éducation et des soins des enfants en bas âge. Et nous aidons les États membres, nous apportons un soutien technique aux États membres pour qu'ils apportent les éventuelles et nécessaires réformes. Et dans le domaine également du cadre stratégique sur l'enseignement. Et tout cela se fait également dans le cadre du semestre européen via un suivi. Nous voulons également procéder à l'échange de bonnes pratiques, ce qui est particulièrement important dans ce domaine. Pour améliorer les services de soins de longue durée, outre de proposer les recommandations que nous allons vous expliciter aujourd'hui, il y a également des actions européennes plus ciblées qui sont proposées dans la recommandation. Plusieurs instruments et initiatives
devrait permettre de mettre en œuvre cette vision stratégique partagée pour une Union européenne de longue durée, mais ces changements doivent également être évalués par les États membres. Dans le cadre du partenariat avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ou l'OMS ou l'OCDE, cette collaboration, ce partenariat sera également abordé dans le cadre de l'enseignement pour les enfants en bas âge et dans le cadre des soins de longue durée. Et dans le cadre des soins de longue durée, nous allons également travailler avec Horizon Europe, avec Digital Europe, de manière à procéder aux bonnes réformes politiques. Au niveau des actions du niveau européen, bon, nous essayons de nous attaquer à la question de la main-d'œuvre dans toute la recommandation, et il y a plusieurs éléments qui visent à soutenir le dialogue social. Et notamment, nous allons voir comment mettre en place un dialogue social sectoriel dans le domaine des soins, la prise en charge, ce qui vous tient à cœur, nous le savons, et nous voulons également veiller à ce qu'il y ait des opportunités de financement au niveau européen pour améliorer le dialogue social dans tous les États membres. Et ensuite, pour ce qui concerne les conditions de travail, nous allons revoir l'application du droit européen en matière des conditions de travail en fournissant plus de financement pour les recherches, mais également en nous attaquant à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine. Pour ce qui concerne les compétences, il y a pas mal d'activités qui sont prévues. Le soutien aux possibilités d'échange via Erasmus pour le personnel, mais également améliorer le partenariat pour les compétences dans le secteur. Et autre aspect important, c'est les compétences numériques, bien sûr, et le potentiel en matière de compétences numériques dans le domaine des soins, via, par exemple, le programme numérique ou EU4H. Et nous avons également prêté une attention particulière à la question de la migration des cerveaux et des compétences de manière à aider à attirer éventuellement d'autres talents. En ce qui concerne l'équilibre vie professionnelle et vie familiale, Katharina, il vous reste 5 minutes. Je sais, je ne suis pas encore arrivé à ce que je voulais dire à propos de la recommandation. Donc, je vous propose de passer rapidement sur les prochaines diapositives et passer directement aux recommandations. Oui, oui, bonne idée. Donc, voyons rapidement les actions en matière d'équilibre. Ensuite, l'investissement dans les soins. N'oublions pas qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte quand il s'agit d'arriver à un financement durable pour les soins, la prise en charge, surtout quand il s'agit de la protection sociale et des soins de longue durée dans le cadre de la politique de protection sociale et à la lumière également des dépenses publiques, sachant que le niveau des dépenses publiques change beaucoup. Ensuite, base de preuves et évaluer les progrès pour fournir notamment de nouveaux indicateurs, surtout dans le cadre des soins de longue durée, parce que d'enseignement pour l'enseignement et la prise en charge des enfants. Nous allons également créer une task force sur les statistiques des soins de longue durée. Nous allons nous attaquer aux projections en matière de demande pour partager les exemples de bonnes pratiques notamment, et je passe maintenant aux recommandations de Barcelone, sur les objectifs chiffrés de Barcelone. L'objectif est d'arriver d'ici à 2030 que 50% des enfants âgés de moins de 3 ans et au moins 96% des enfants entre 3 et l'âge d'éducation, d'enseignement obligatoire soient pris en compte. Donc, c'est l'objectif général. Il y a 2 sous-objectifs qui s'ajoutent dans la recommandation.
où l'on parle notamment de la qualité et de l'accès pour les enfants défavorisés, pour accroître notamment leur participation en fonction d'un nombre défini d'heures. Et nous voulons également mettre l'accent sur la participation des enfants en situation de pauvreté et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre enfants défavorisés et enfants non défavorisés. Ensuite, à nouveau, là, je présente rapidement cette recommandation, mais vous aurez toutes occasions d'écouter ce que je vous dis aujourd'hui à l'avenir, à d'autres occasions. L'objectif qui se cache derrière ces deux premiers points de la recommandation, l'objectif est d'améliorer l'accès pour toutes les personnes qui en ont besoin, ce qui concerne toutes les personnes en besoin de soins de longue durée ou les aidants formels et informels. Et autre aspect important, parce que est-ce que ça concerne cette institution-ci ou cette institution-là? Non, ça concerne toutes les institutions de soins, donc tous les fournisseurs de soins. Il y a d'autres aspects. On parle de l'aspect adéquat de la protection sociale, de la disponibilité et de la qualité. Nous nous attaquons également à la question des aidants, qu'ils soient formels ou informels. Ensuite, nous attaquons également à la question de la gouvernance, du suivi et des rapports, et très important, un annexe sur les principes de qualité. Donc, pour ce qui concerne le prix raisonnable, ça s'inscrit dans le cadre de la protection sociale et, à mon avis, ce sera la principale réalisation de cette recommandation. On l'a inscrite, et ça sera inscrit fortement et solidement dans le système de protection sociale. Nous avons besoin de plus de services également, en ce qui concerne la disponibilité. Nous avons besoin de plus de soins à domicile ou de soins basés sur les communautés. Nous devons également combler l'écart, le fossé territorial, mettre l'accent sur les solutions novatrices et numériques et l'accessibilité. Et pour ce qui concerne les qualités, je vais répéter plus tard sur ce point, et pour ce qui concerne les aidants, il faut bien sûr travailler sur les conditions de travail, des compétences des aidants formels, comment également s'attaquer à la pénurie de travailleurs et comment améliorer le dialogue social. Pour ce qui concerne les aidants informels maintenant, nous voulons, dans un premier temps, les États membres devraient cartographier la situation des aidants informels. Qui sont-ils? Comment les accompagner? Comment leur fournir une aide supplémentaire via la prise en charge formelle? Nous demandons également aux États membres de nommer des coordinateurs des soins de longue durée et de soumettre des plans d'action nationaux. Pourquoi? Parce que la prise en charge revêt tellement de visages et couvre tellement de domaines d'intervention que nous pensons que des coordinateurs au niveau national devraient d'abord être nommés, bien sûr, puis devraient recevoir les capacités de travailler correctement, de manière à ce qu'ils puissent évaluer les plans d'action. Nous allons bien sûr assurer un suivi via le semestre européen, des rapports réguliers et les documents de travail. Bon, voilà, je ne vais pas les approfondir. Voilà, désolé du stress, mais ma présentation était en effet un peu trop longue, j'en conviens. Du coup, j'ai dû parler très, très vite. Vous êtes parvenu à le faire en 20 minutes. Oui, oui, mais je sais que du coup, le stress était très, très important. Oui, j'ai une question pour vous, Katharina. Est-ce que vous allez partager la présentation PowerPoint avec les participants après coup? Ah ben super, ça sera très utile. Mais c'est vrai qu'un aperçu en 20 minutes, c'est très rapide, mais il faut vraiment approfondir pas mal de parties de cette présentation. Donc, je vous encourage véritablement à lire les recommandations parce qu'elles vous serviront beaucoup dans votre travail. Donc, merci Katharina. Maintenant, je vais revenir à Maciek, qu'on a raté à cause de certains problèmes techniques.
Alors, Maciek, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour Tom. Est-ce qu'on m'entend? Très bien, merci beaucoup. Oui, en effet, il y a eu quelques problèmes de connexion, mais j'étais là depuis le début, donc j'ai suivi en tant que participant et pas panéliste. C'est pour ça que je ne pouvais pas prendre la parole. Mais tout d'abord, un tout grand merci à Tom de ASPD pour la coordination et la préparation de ce webinaire, parce qu'il y a 7 organisations, 7 parties prenantes qui co-organisent l'événement. Il s'agit de faire part de nos premières réactions en tant que partie prenante européenne, première réaction à la publication de la stratégie européenne sur les soins. Ça a été très intéressant, votre présentation, Katharina, je vous en remercie. On voit véritablement l'ambition que poursuit la Commission européenne. Donc, ça fait longtemps qu'on attend cette stratégie. Maintenant, on peut voir ce qui figure concrètement dans la proposition. Et nous allons aujourd'hui écouter les différentes réactions qui illustreront les points de vue des usagers, des différents secteurs, des ONG, donc toutes les personnes concernées par les soins. Il faudra voir comment cette stratégie va s'appliquer, quel sera son impact. Donc, on vous fera part de nos réactions, mais d'emblée, merci beaucoup pour votre présentation. Et c'est un plaisir pour moi parce que aujourd'hui, il y a également 2 eurodéputés, Sirpa et M. Milan Vargas. Et malheureusement, la connexion de Maciek s'est interrompue. Maciek, votre vidéo est bloquée. Oui, c'est la connexion de Maciek. Oui, si je peux me permettre, Tom. Est-ce qu'on m'entend tout à coup? Oui, il y a des soucis de connexion. Ah, je suis à nouveau là. Oui, très rapidement, je vais vous dire pourquoi cette stratégie est si importante. Elle représente quasi un moment historique parce qu'elle couvre tout le cycle de vie, c'est-à-dire des propositions visant à améliorer l'accessibilité des soins, garde d'enfants, soins de malades, de maladies chroniques, mais également soins offerts aux seniors. Donc, comme je le disais, cela couvre tout le cycle de vie. Malheureusement, la connexion a encore été interrompue. Oui, il y a vraiment des problèmes. Je vais demander à Dimitri d'intervenir pour essayer de trouver une solution. Oui, désolé, Maciek, votre connexion n'arrête pas de se couper. C'est vraiment très compliqué de vous suivre avec les interruptions. Alors, très rapidement, passons à la réaction du Parlement européen. Donc, il y a eu un rapport qui a été rédigé par le Parlement, un rapport solide qui couvre tous les aspects. Il y a tout d'abord Madame Pietikäinen, Sirpa Pietikäinen. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la stratégie? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, j'ai lu la stratégie et pour commencer, j'aimerais m'excuser parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas pouvoir rester pendant tout le webinaire. Je vais rester un peu moins d'une demi-heure. Alors, ma première réaction est la suivante. J'aimerais vous encourager vivement à lire la stratégie de la Commission européenne, mais également le rapport d'initiative du Parlement européen concernant cette stratégie. Peut-être que quelqu'un pourrait mettre le lien vers ce rapport d'initiative dans l'espace de conversation. Comme cela, vous pourrez le trouver facilement si vous ne l'avez pas encore lu. Alors pourquoi? Parce que je pense que ce rapport illustre pas mal des propositions de la Commission. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Commission pour l'effort. Cette stratégie représente un grand pas en avant. C'est un peu pareil que EU for Health. Donc après
par la COVID-19, on s'est rendu compte que les États membres ne se débrouillaient pas très bien en matière de prévention. Et maintenant, on est exactement dans la même situation avec les soins. Les êtres humains n'appartiennent pas aux États membres. Donc, on ne parle pas de questions subjectives. Et lorsqu'on parle de soins, il faut d'abord parler d'accessibilité, mais également de type de soins qui sont offerts, soins en tant que droits humains, droits constitutionnels, parce que chaque être humain a droit à des soins dignes, que ce soit dans l'enfance, mais également dans les autres étapes de la vie. Et je pense que c'est la première pierre angulaire qui a servi de base au rapport du Parlement européen. Deuxième pierre angulaire qui est répétée par la Commission européenne, il faut que les soins soient accessibles d'un point de vue pécuniaire. Il faut également que ces soins soient de qualité. Le Parlement européen demande une reconnaissance des ressources investies dans les soins. Il s'agit pour nous de montrer que le niveau de financement des soins n'est pas suffisant et cela est apparu de manière évidente pendant la pandémie de coronavirus. Donc, il faut vraiment que ces soins répondent aux choix de vie et aux soins dont ont besoin les personnes. Donc, le Parlement européen exhorte véritablement les États membres à relever le financement de leur système de soins. Et j'espère que cela sera reconnu et acté par le Conseil lorsqu'il tirera ses conclusions. Deuxième point, c'est une déception qui est la mienne concernant les soins de longue durée, parce que le Parlement européen avait suggéré qu'on se dote d'objectifs communs, tels que les objectifs de Barcelone, en matière de soins de longue durée également. Et on demandait également un suivi européen ou un système de suivi européen englobant des indicateurs clairs, permettant également de faire le point sur les soins offerts dans les différents États membres, notamment en tenant compte des différents types de besoins en matière de soins. Mais comme vous le savez, les compétences existent puisqu'on dispose des objectifs de Barcelone. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on discute de ces compétences, qui possède ces compétences, qui ne les possède pas. Et puis, deuxième point qui me déçoit, je parle ici d'un engagement profond concernant l'amélioration de la qualité et de la manière dont les soins de longue durée sont organisés. Et le Parlement demande de ne plus financer les institutions ni leur construction, la construction de nouvelles institutions. Pourquoi? Parce que nous voulons nous concentrer sur les soins de proximité. On veut également renforcer les soins à domicile. Et dans le document de la Commission, on en parle, mais on trouve que ce n'est pas assez fort comme proposition. On n'insiste pas assez dans le document de la Commission sur la désinstitutionnalisation. Et nous pensons qu'il faut insister davantage sur les soins et l'accompagnement de proximité et le soutien à une vie autonome et indépendante, plutôt que d'insister sur les institutions. Et puis, autre point qui est totalement absent, selon moi, parmi les objectifs qui sont relevés dans les conclusions du Conseil, il s'agit en effet d'avoir un programme séparé sur les soins informels. Et cela permettrait de mettre en avant 5 facteurs. Tout d'abord, on pourrait se doter d'une définition commune au niveau européen des soins informels. Il s'agirait de reconnaître que les soins informels jouent un rôle
essentiel, donc il devrait être financé et soutenu. Il faudrait également fixer un objectif cible minimum dans l'offre de soins informels. Il s'agit également d'intégrer dans ce chapitre l'intégration des aidants proches, aidants informels. Il faudrait également qu'il y ait un programme concernant les droits des bénéficiaires pour éviter des situations négatives qui pourraient se produire. Donc, c'est vraiment important et sur ce, je vais conclure. Beaucoup de personnes bénéficient de soins informels et si on n'investit pas pour améliorer ce type de soins, on ne va pas pouvoir relever les futurs défis. Autre point qu'il faudrait soulever, mais peut-être qu'on pourra y revenir plus tard lors du webinaire. Mais en tout cas, j'espère que la société civile et nous, au niveau Parlement européen, on pourra considérer la stratégie comme un premier pas et qu'on pourra mettre la pression sur la Commission et les États membres pour qu'ils aillent plus loin de ce qui est proposé. Il faut insister sur les services de qualité, les soins de qualité également, et insister sur la protection des droits des aidants, parce que si on n'a pas une bonne vie professionnelle, alors on n'aura pas de bons soins non plus. Merci beaucoup, Madame Pietikainen. Merci beaucoup pour ces premières réactions. Vous proposez qu'on améliore les indicateurs, qu'on améliore les processus de désinstitutionnalisation, et on va se mettre à la tâche tout de suite. Alors maintenant, nous allons passer à Monsieur Beglers. Alors, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Madame Pietikainen a dit? Oui. Première réaction générale. Je vais peut-être paraître doux amer. D'une part, je me félicite du moment opportun où on publie la stratégie. Enfin, l'Union européenne dispose d'une stratégie en matière de soins et c'est vraiment important puisqu'il y a un véritable chevauchement entre la pandémie, la crise économique, la crise politique, la guerre, etc. Donc, moi, je pense qu'on doit se concentrer sur deux faits. Tout d'abord, les compétences clés en matière de soins, elles relèvent toujours des États membres. Deuxièmement, le choix de l'instrument, c'est-à-dire une stratégie, une communication et deux propositions de recommandations, cela limite de manière assez importante le champ d'action. Mais malgré les limites, il y a suffisamment d'espace pour se fixer des objectifs ambitieux, des objectifs chiffrés, mais également des indicateurs. On peut également envisager des mécanismes de suivi et de contrôle au niveau européen. Et cela illustre l'approche progressive de la Commission, notamment via les services de garde d'enfants et la révision des objectifs de Barcelone. Également, la reconnaissance du droit aux soins. Et j'espère que cette approche progressiste va s'étendre aux soins de longue durée. Il s'agira de définir des objectifs chiffrés ambitieux, comme on l'a fait dans le cadre de Barcelone. Une opportunité unique nous est offerte d'intégrer des propositions concrètes, notamment des actions législatives qui sont proposées par le rapport du Parlement européen. J'ai été chef de file avec SIRPA de la rédaction de ce rapport et nous espérons pouvoir compter sur vous et les efforts d'autres parties prenantes pour avancer sur ce champ. Une directive cadre, la proposition de directive cadre n'apparaît pas dans le document et je pense que à l'avenir, il s'agirait peut-être, dans le cadre de l'application des recommandations, on puisse envisager de les intégrer dans les semestres européens. Il est évident que le niveau d'ambition de la Commission et du Parlement ne sont pas les mêmes, mais comme on le lit dans la résolution du Parlement adoptée en juillet, nous envisageons la stratégie comme un premier pas vers un accord européen sur les soins.
Il faudrait envisager des investissements au niveau européen, mais également des propositions législatives. Il s'agirait véritablement de transformer l'économie des soins, soins qui devraient être l'épine dorsale de nos sociétés. Donc, avec cette stratégie, on commence à parler un langage similaire, peut-être pas encore tout à fait le même. Donc, les soins requièrent un investissement adéquat, mais il faut également s'attaquer aux stéréotypes genrés et la dévalorisation des aidants et des soins. Il faut vraiment lutter contre cela. Et je pense que nous devons unir nos forces, on doit rassembler toutes les connaissances pour essayer de réaliser les objectifs de cette stratégie et pour que ces objectifs deviennent une évidence et une réalité dans la vie des concitoyens. Merci, Monsieur Biglers. Je pense que, comme vous l'avez dit, cette stratégie est un premier pas et on va devoir travailler à l'avenir. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension genre et c'est un des aspects importants de la stratégie, en tout cas c'est mon avis. Madame Pietikäinen, vous êtes membre de la commission FEM qui travaille sur les questions relevant du genre. Que pensez-vous de cette dimension genre de la stratégie? Est-ce que c'est une dimension solide? Oui, on en parle, mais moi, j'aurais préféré que cette dimension soit plus solide parce que nous savons que 90% des soins formels et informels sont offerts par les femmes et la plupart des bénéficiaires des soins représentent une question relevant du genre. Donc, cela signifie que le secteur des soins doit recevoir la priorité au niveau européen, mais il faut également qu'il y ait un programme séparé pour s'attaquer à la dimension genre et aux stéréotypes genrés dans ce domaine. Oui, merci. Votre message est très clair et je suis certain, que l'égalité de genre est aussi importante pour nous, ONG de la société civile, que pour vous. Monsieur Biglers, vous êtes membre de la commission emploi et affaires sociales. La stratégie des soins souligne qu'il est absolument nécessaire d'améliorer les conditions de travail dans les services sociaux et les soins. Pensez-vous que cette stratégie va peser? Oui, lorsqu'on discute de la planification des politiques et des actions, on doit absolument veiller à l'accès aux soins, mais on ne doit pas oublier les aidants, les prestataires de soins, ni l'impact socio-économique sur le secteur des soins. L'accessibilité financière des soins dépend également d'aidants motivés, bien rémunérés, qui bénéficient de conditions de travail décentes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vieillissement de la population contribue à l'augmentation des besoins de soins et on voit que les modèles actuels de soins informels ne sont pas pérennisables. Il faut que les États membres reconnaissent ce secteur comme étant un secteur où on peut offrir des emplois de qualité. L'Union européenne pourrait peut-être soutenir les États membres à réaliser ces objectifs en offrant des financements, de l'expertise, de l'assistance technique, mais également un espace pour échanger des bonnes pratiques. Il faudrait également appliquer réellement les législations existantes pour protéger les travailleurs, notamment dans le secteur des soins, mais également les travailleurs domestiques, les employés des plateformes, etc. Peut-être que la Commission pourrait également revoir les normes en matière d'emploi pour englober toutes les catégories de travailleurs, surtout ceux qui sont en situation vulnérable. Des preuves montrent que les mauvaises conditions de travail et la dévalorisation des aidants sont liés à des niveaux faibles de négociation collective dans le domaine des soins. L'Union européenne et les États membres devraient prendre des mesures concrètes pour soutenir le dialogue social et la négociation collective. L'Union européenne devrait soutenir et donner davantage d'aide financière pour que les États membres soutiennent les travailleurs des soins informels. Il ne faut pas non plus oublier les textes de loi qui existent au niveau européen et qui permettent
de réaliser les objectifs dont vous avez parlé. Il y a notamment la directive sur la transparence salariale. Il y a également la directive conciliation. Enfin, l'Union européenne doit soutenir les États membres à rompre le cercle vicieux de la dévalorisation des aidants et du secteur des soins à cause des stéréotypes genrés. Elle pourrait le faire notamment en lançant des campagnes de sensibilisation. Il s'agirait également d'offrir les mêmes conditions de travail aux hommes et aux femmes actifs dans le domaine des soins de santé formels et informels. Merci beaucoup, Monsieur Bigless. Je pense que vous avez transmis des messages très clairs concernant les travailleurs. Donc, merci beaucoup au Parlement européen pour sa contribution, pour ces deux contributions. Donc, on voit véritablement que la stratégie marque un point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée, c'est un bon départ et nous nous réjouissons de travailler avec le Parlement européen pour travailler à l'évolution de cette stratégie. Alors, hier, on a discuté avec la commission d'indicateurs et de soins de longue durée. Je ne vais pas m'appesantir, mais on a discuté du fait qu'on dispose de données sur l'éducation et sur les soins. Et ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être définir des objectifs et des systèmes de mesure des soins informels pour qu'à l'avenir, il y ait également des indicateurs. Parce que pour les deux questions, on ne dispose pas du même niveau d'indicateurs. Mais c'est une autre histoire. Alors, passons maintenant à la parole des ONG. On va commencer par les ONG qui s'occupent des enfants. Yana Hemsworth, vous êtes secrétaire générale de Rothschild. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition? Oui, merci beaucoup Thomas et merci beaucoup à ESPD d'avoir coordonné le webinaire juste après le lancement de la stratégie. Alors, en ce qui concerne Rothschild, nous nous félicitons de ce pas en avant. C'est très intéressant aujourd'hui de discuter des personnes qui demandent ce qu'est EKEC, c'est-à-dire l'éducation préscolaire. Parce qu'avant, on ne parlait que de garde d'enfants. Et souvent, la garde d'enfants est vue à travers le prisme de l'aide aux parents actifs. Alors que maintenant, grâce à ce qu'on appelle les EKEC, on voit véritablement qu'il s'agit de participer à l'apprentissage des jeunes enfants. Et la neuroscience montre combien les premiers mois, les premières années de la vie sont essentielles pour le développement du cerveau, mais également pour le développement de relations saines et pour le développement cognitif. Donc, il s'agit d'un important engagement. Je parle bien sûr de la stratégie européenne. On insiste sur l'accès universel à cette éducation et soins préscolaires de qualité. Il s'agit également d'atteindre les groupes les plus vulnérables, les enfants en situation de pauvreté, enfants de migrants, enfants en situation de handicap, enfants vivant dans des logements précaires. Il est vraiment important que les services soient financés pour atteindre ces franges de la population. Il faut investir dans la professionnalisation des personnels parce que sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de discrimination. On voit également des lieux qui ne sont pas facilement accessibles et ce n'est pas très encourageant pour les familles vulnérables. Et puis, en ce qui concerne les objectifs de Barcelone, donc on voit un chiffre de 33% pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, c'est vrai que ce sont des années essentielles pour le développement des enfants. Et puis, il y a également une référence au droit juridique à cette éducation et soins préscolaires, c'est-à-dire que tous les parents, quelle que soit leur situation professionnelle, devraient accéder à ces services. Et si ce point est mis en œuvre, ce sera essentiel parce qu'on voit que beaucoup de parents sans emploi au sein de l'Union européenne n'ont pas accès à ces services et ça entretient le cercle vicieux de vulnérabilité. Alors, comment veiller à ce que ces engagements, ces promesses deviennent réalité? C'est ça la grande question.
je m'inquiète beaucoup de la capacité du semestre européen à suivre la mise en œuvre. Bien sûr, il faudra que des ressources soient disponibles sur le terrain. Et nous, en tant que réseau de la société civile, on se demande comment renforcer les ONG de la société civile pour qu'elles puissent mettre les gouvernements face à leurs responsabilités. Parce qu'il y a un véritable fossé entre les aspirations qui figurent la stratégie et la réalité sur le terrain. Ce sont deux mondes totalement différents dont on parle. On sera là pour que cet engagement devienne une véritable réalité et qu'il se traduise en investissement sur le terrain. Et nous menons également une campagne sur le développement préscolaire des jeunes enfants. Et ça sera notre priorité à l'avenir. Merci Yana. Et on parle un peu du semestre européen. Et la plupart d'entre vous savent ce qu'est ce semestre européen. Donc, il s'agit d'un dialogue entre les États membres et la Commission, dialogue qui permet de coordonner différentes politiques économiques et sociales pour améliorer les choses sur le terrain. C'est un système de suivi, un dialogue entre les États membres et la Commission. Alors, je vous propose de passer à une autre organisation importante qui représente les personnes en situation de handicap, Alejandro Moleto, qui représente l'EDF, organisation qui représente les personnes en situation de handicap au niveau européen. Donc, l'accès aux soins, c'est un droit humain. Est-ce que la stratégie est une véritable avancée en la matière? La courte réponse est qu'on remercie la Commission d'avoir été ouverte aux propositions de la société civile et on apprécie fortement l'accent qui est placé sur les services de proximité, vie autonome et la transition suite à une désinstitutionnalisation. Alors, en ce qui concerne les droits humains et la stratégie, 4 points, très rapidement. Tout d'abord, le point le plus important, c'est qu'il y a un point qui n'est pas suffisamment développé dans la stratégie, le choix du bénéficiaire. Et pour nous, les personnes en situation de handicap, et si on prend la Convention de l'ONU sur les droits des personnes indépendantes, article 19, vie autonome, là on parle de qualité, on parle également de l'approche basée sur les droits humains, dont on parle tant. Donc, la stratégie se concentre également sur les différents services et nous pensons qu'il faut souligner la nécessité de diversifier le type de soins offerts aux personnes parce que pour les personnes en situation de handicap, il y a une véritable pénurie de services, surtout les services liés à l'aide personnelle, aide aux revenus également, alors qu'il y a une forte demande parmi les personnes en situation de handicap de tous les États membres. Et la stratégie devrait viser à améliorer la disponibilité de ce type de service. Concernant l'approche basée sur les droits humains, la stratégie européenne des soins se concentre également sur le secteur des soins qui devrait devenir plus attractif et où les conditions de travail pour les aidants devraient être meilleures. Et je pense qu'il faudrait également souligner que la formation des nouveaux aidants devrait reposer sur une approche basée sur les droits. Vous savez qu'on n'arrête pas d'en parler et ça peut sembler être une espèce de mantra des ONG, mais pour faire simple, les aidants doivent comprendre quels sont les droits des bénéficiaires et il faut qu'ils comprennent que leur rôle consiste à faciliter la manière dont les personnes en situation de handicap peuvent choisir les soins qu'on leur offre et qu'on offre les soins de la manière qu'ils le souhaitent et qu'ils soient respectueux du choix de mode de vie. Il ne faut pas toujours que ce soit l'aidant qui pilote les choix. Il faut que les bénéficiaires
puissent également définir le type de soins dont ils ont besoin. Et puis, autre point qui ne concerne pas tant l'approche basée sur les droits, mais plutôt la stratégie, c'est l'absence de propositions législatives contraignantes. Donc, elle manque de mordant, cette stratégie. Disons que la musique est jolie, mais il manque l'approche pratique qui pourrait peut-être améliorer la mélodie dans les différents États membres. Certains États membres s'en sortent mieux que d'autres, mais nous espérons que tout le monde va s'emparer de cette stratégie. Et j'espère que certains secteurs ne seront pas négligés. Donc, à nous de nous retrousser les manches pour suivre ce qui va se passer au niveau des différents pays européens pour que personne ne soit oublié. D'accord, je partage ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Adam, merci d'avoir remis l'interprétation en langue des signes à l'écran. On va réessayer Maciek. On espère que les petits problèmes qu'on a eus en début de webinaire ont été résolus. Maciek? Et on vous entend parfaitement maintenant. Donc, la stratégie européenne parle beaucoup de la disponibilité, du prix des services, l'accessibilité, autant de questions importantes pour les personnes âgées. Dans quelle mesure cette stratégie aidera votre réseau et tous celles qui s'occupent des personnes âgées? D'abord, j'aimerais dire que il est rassurant que pour la première fois, l'Union européenne ait accepté de définir, s'occuper de la stratégie et du financement de la stratégie des soins de longue durée. Et je soulignerai qu'on salue également une approche basée sur les droits et les soins, la prise en charge des adultes, très souvent, malheureusement, institutionnalise l'agisme et on ne répond pas suffisamment aux véritables besoins des personnes âgées. Et le problème est que très souvent, on ne répond qu'aux besoins fondamentaux, les besoins de base des personnes, sans s'attaquer aux problèmes d'inclusion sociale et de participation. Donc, il était très important qu'il y ait ce glissement vers un objectif de mise en capacité. Maintenant, quand il s'agit d'évaluer l'accessibilité, le prix raisonnable, l'abordabilité, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur opérationnel pour évaluer tout cela, ce qui est très décevant, parce que comment améliorer quelque chose si on ne l'évalue pas? Et c'est un obstacle encore plus grand parce qu'il y a toute une évaluation sur le contrôle, sur l'évaluation qui a lieu depuis un certain temps déjà parmi les parties prenantes. Et aujourd'hui que la stratégie a été publiée, dommage que les conclusions de cette réflexion ne percolent pas suffisamment. Et faute de cela, il va falloir attendre, en tout cas, attendre l'adoption de la recommandation par le Conseil, voir ce qu'il en est. Puis, en ce qui concerne le prix raisonnable, l'affordabilité, la Commission ne parle pas de la manière dont on peut améliorer l'accès. Et si vous me permettez une métaphore, la stratégie donne le menu, donne un menu, donne un aperçu, mais dans un premier temps, il faut pouvoir commander tous les plats de ce menu. Et bien sûr, ça coûterait de l'argent de financer les soins de longue durée. On en convient facilement. Ça devrait correspondre à 5,3% du PIB d'ici à 2050, mais on sait qu'il faut la volonté politique. S'il y a volonté politique, c'est possible. Bon, ça dépendra bien sûr de la manière dont on gère la crise actuelle. Et à nouveau, nous venons de perdre Maciek.
Ah, malheureusement, en effet, dit Thomas, nous avons à nouveau perdu. Et voilà Maciek. Donc pour nous, la stratégie est un premier pas important où il manque certaines choses et la société civile va essayer de remplir toutes ces choses manquantes. Oui, désolé, nous avons perdu 5 ou 10 secondes. Maciek. Mais bon, quoi qu'il en soit, le message qui est passé était important. Passons maintenant à la dimension familiale, qui est liée bien sûr à la question des aidants informels. Liz Com est directrice de Families Europe, qui rassemble toutes les familles en Europe, les associations s'occupant des familles en Europe. 52 millions de personnes semblent fournir des soins informels en Europe, dont la plupart sont des femmes. Est-ce que la stratégie va dans la bonne direction pour vous? Oui, merci Thomas pour cette question. Et au nom de COFACE Families Europe, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue, bien sûr. La stratégie, en tout cas, prouve que la Commission européenne reconnaît que la prise en charge des soins, c'est une responsabilité de toute la société, pas seulement des familles. Et de ce point de vue-là, la COFACE salue bien sûr la stratégie, puisqu'on y encourage la mise en œuvre de politiques nationales, l'investissement dans les soins de longue durée, le soutien aux aidants familiaux, avec également des recommandations à l'adresse des professionnels du secteur. En tant qu'organisation qui promeut l'égalité dans la famille et le partage des responsabilités de charge, de prise en soin, nous pensons que la recommandation sur les soins de longue durée prévoit des mesures de financement également des aidants informels. Mais on y dit clairement que cela ne doit pas dissuader la participation sur le marché du travail. Soutien financier aux aidants familiaux, c'est important, mais ça ne signifie pas qu'il faut les limiter, les renvoyer à domicile, sauf bien sûr si c'est un choix. L'équilibre entre vie professionnelle et familiale, c'est également un objectif que nous promouvons au sein de la COFACE, d'où l'importance de rééquilibrer le travail et la prise en charge. Pour ce qui concerne votre question, je répondrai que la question genre est centrale à toute politique d'aide à la prise en charge et cela devra être repris via des actions visant à combattre les stéréotypes genrés qui percolent dans le secteur. Nous devons également combler l'écart de salaire, ce qui ne peut se faire que si on s'attaque à l'écart de genre. Et enfin, la COFACE demande aux États membres d'adopter rapidement les 2 propositions de recommandation au Conseil. Et nous demandons également à l'Union européenne et aux institutions européennes d'officialiser la coopération avec les principales parties prenantes européennes pour mettre en œuvre la recommandation sur les soins de longue durée en créant un groupe de travail de haut niveau sur les soins de longue durée qui rassemblerait autour de la table les organisations de la société civile, les coordinateurs des États membres, puisque les États membres doivent désigner maintenant des coordinateurs nationaux sur les soins de longue durée, mais également il faut écouter ce que les autres parties prenantes ont à dire, y compris les associations de personnes handicapées, de personnes âgées, les représentants des organisations de femmes, les représentants des syndicats, des employeurs du secteur des soins, pour n'en citer que quelques-uns. Si vous voulez d'autres informations sur la réaction de la COFACE à la stratégie, je poste maintenant le lien vers ce document dans le chat et vous êtes également invité à notre prochain webinaire sur le sujet qui portera également sur la question de la stratégie. Merci beaucoup. Merci à Lise pour un message très détaillé. En 3 minutes seulement, parfait. Maya Doneva, secrétaire générale de l'ESPD, ma patronne. Donc, je vais lui poser les questions les plus difficiles. La qualité. Bon, on ne cesse de parler de la qualité. On a besoin de la qualité, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela signifie, la qualité dans les services sociaux, dans l'offre de services sociaux? Est-ce que la Commission européenne et la nouvelle stratégie ont répondu à cette question? Y aura-t-il un avant et un après? Merci. Bonjour à tout le monde. Merci à Katharina pour sa présentation. Merci merci aux membres du Parlement pour leur réaction.
Nous voyons différentes choses, bien sûr, dans ce document. Et je dirais d'abord que le principal objectif, le principal défi, quand on est confronté à ce genre de document, à ce genre de stratégie, c'est qu'il ne faut pas, en fin de compte, que cette stratégie soit abstraite. Il faut que les gens puissent l'utiliser. Et je dirais que le premier défi serait de parler, en effet, de la qualité de vie. C'est bien que le concept soit dans le document, mais à la lecture de ce document dans les États membres, il faut souligner l'importance de ce concept et également voir de quoi on parle quand on parle de la qualité de vie. On ne parle pas du nombre d'extincteurs à mettre en place dans une institution, par exemple. Ceci dit et bien dit, la qualité de vie devrait être le point central quand on parle des soins et de la prise en charge. C'est très important, le simple fait que la qualité soit citée dans le document. Mais d'autre part, la question qui se pose, c'est comment on va évaluer l'impact sur la qualité de vie. Va-t-on utiliser un modèle démodé comme celui des appels d'offres et des commandes publiques? Parce que beaucoup de nos membres nous disent que très souvent, ils veulent mettre l'accent sur la qualité et quand vous voulez apporter des changements aux services sociaux, utiliser une commande publique n'est pas la bonne approche. Il y a d'autres modèles, par exemple des modèles alternatifs de calcul des budgets qui sont bien plus efficaces quand il s'agit de mettre en place de bons services communautaires locaux. Donc, je dirais oui. Ce qui est positif, c'est que le document parle de la qualité de vie. Donc, c'est un pas en avant important pour nous, mais en se concentrant sur l'objet de commande publique des appels d'offres, ce n'est pas vraiment la meilleure approche, d'après nous. Ce qui est important également, c'est que la stratégie européenne soit synchronisée avec toutes les autres activités menées dans le secteur social. Par exemple, l'initiative en vue d'une stratégie sur les droits des personnes handicapées ou les autres activités, les autres initiatives. On devrait avoir l'impression qu'il y a un processus englobant de tous ces outils. Quand on parle de la qualité des services sociaux, en effet, ce qui est important, c'est de mettre en place un environnement basé sur les droits humains et des services basés sur les droits humains. En tout cas, félicitations à la Commission. C'est toujours bien de voir qu'il y a des mots qu'on utilise qui se retrouvent dans ce document. Enfin, nous avons encore du pain sur la planche. Et d'ailleurs, nous sommes ensemble aujourd'hui pour nous atteler à cette tâche commune. Merci. Qualité de vie, en effet, c'est très important. Et les appels d'offres, les comptes publics ne sont pas automatiquement les bonnes approches. Monsieur Olechki, Gilles Orechki, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Membre du conseil des prestataires de services. Le financement est important, bien sûr. On donne des messages positifs dans la stratégie sur le financement des services, mais le diable réside dans les détails de manière générale. Donc, je ne sais pas si les détails suffisent dans la stratégie ou n'est-ce que de la théorie qui ne va pas très loin. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Oui, en effet, là, la question du financement est un point également à aborder du point de vue des prestataires de services sociaux, du point de vue de nous qui fournissons la main-d'œuvre. Donc, quelle est la réaction de Social Service Europe et des fournisseurs de services sociaux? Bien sûr, nous saluons la publication de la stratégie par la Commission. Le cap semble correct, surtout vu l'importance des soins de longue durée en Europe, l'importance également de la qualité, l'investissement, le financement des services sociaux, les questions qui se posent au niveau de la main-d'œuvre et toutes les politiques, bien sûr, d'accompagnement. Donc, je vais réagir à deux questions. D'abord, la migration. La Commission dit que la migration légale pourrait être une manière de combattre la pénurie de main-d'œuvre. Donc, la Commission, pour le moins, reconnaît l'importance de flux migratoires légaux, mais également s'attaquer aux procédures de recrutement.
Nous pensons qu'il faut faire davantage via des services d'accompagnement et en mettant en œuvre les législations existantes, mais également nous devrions nous attaquer la question des travailleurs migrants. Il est important que la migration soit légale, éthique, juste, mais qu'il y ait également, pour ce qui est de la migration extra-européenne, il est important de mettre en place des conditions d'accompagnement et d'intégration. Au niveau maintenant du financement public, nous saluons le fait que la Commission européenne prévoit des références à l'accompagnement public, au soutien public, ce qui est très important. Désolé, mais le micro de M. Orechi est très mauvais et il parle très très vite. En tant que services sociaux d'intérêt général, nous pensons que la stratégie est un bon point de départ. Ce qui manque peut-être, ce sont des preuves que les appels d'offres, les commandes publiques, comme Maya l'a dit, seraient la manière la plus efficace de financer des services décents et corrects. Donc, nos membres signalent également qu'on met trop l'accent pour l'instant sur les prix et pas assez sur les critères de qualité des services. Nous avons besoin d'autres modèles de financement autres que les commandes publiques, notamment les budgets personnels, par exemple, qui, d'après nous, seraient bien plus efficaces. La Commission européenne devrait également mettre en place des instruments d'aide. En tout cas, nous saluons également l'accent placé sur l'intervention précoce et nous soutenons également l'appel à promouvoir une approche basée sur les droits et des services de soins basés sur les communautés et sur les droits. Dans ce contexte, donc, les fonds européens devraient être utilisés pour améliorer l'accès à des soins de longue durée de qualité via des services basés sur les droits et de proximité. En conclusion, nous sommes prêts, bien sûr, à travailler en partenariat avec cette stratégie. Ce partenariat signifie, bien sûr, non seulement réagir à la stratégie, mais également réagir aux actions qui sont prévues, notamment et réagir également aux plans d'action qui vont être maintenant élaborés au niveau national. Désolé pour l'interprétation, mais M. Araki parlait vraiment très, très vite et son micro n'était pas de qualité. Je vois que vous avez une carte derrière vous qui indique, je présume, où sont présents vos membres et je vois qu'ils sont présents dans les communautés locales. D'où une transition facile avec Jan William Gudrian, qui est secrétaire général d'EPSU, le réseau des syndicats européens des services publics. La stratégie parle beaucoup des conditions de travail, mais également de la nécessité de mettre en place un dialogue social. Est-ce que la stratégie fait assez pour soutenir le dialogue social d'après vous? Et est-ce que les propositions sur la migration, sur les travailleurs migrants, est-ce la solution à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur? Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à mes collègues des syndicats et les collègues des employeurs qui participent à ce séminaire. Donc, je rappelle qu'EPSU est le syndicat européen des services publics. Nous sommes toujours en relation avec les employeurs du secteur public et privé et nous représentons donc également les travailleurs dans le secteur des soins. Ce qui est clair, c'est que les recommandations sont assez riches et je salue d'ailleurs les commentaires des eurodéputés. Mais pour nous, ce qui est positif, c'est qu'on reconnaît dans la stratégie, dans la communication, on reconnaît la caractère central des conditions de travail pour les professionnels de la santé. Je rebondis bien sûr sur tout ce qui a déjà été dit à ce propos. Et ce que les syndicats, mais également les employeurs
ont souligné, c'est l'importance de la mise en œuvre au niveau local maintenant. Il est important de renforcer les négociations collectives, donc les discussions entre les employeurs et les syndicats et les gouvernements. Il est important que ces négociations se déroulent correctement pour que les conditions de travail soient nécessaires et les gouvernements ont leur mot à dire pour promouvoir le dialogue social, mais également pour s'attaquer avec les syndicats et les employeurs, s'attaquer aux défis que connaît le secteur. Bon, bien sûr, certains éléments de la communication nécessiteraient plus de discussion. Pour l'instant, bon, il faut éviter de fournir du financement public sans reconnaître l'aspect dialogue social. Nous avons également entendu la Commission dire qu'il y aurait des plans nationaux sur les négociations collectives. Et nous voulons que les gouvernements continuent à promouvoir les négociations collectives, notamment dans le secteur des soins, parce que signer les accords collectifs dans ce secteur-là prend beaucoup de temps. La stratégie prévoit également plus de financement pour le renforcement des capacités. Et je présume que les employeurs seront d'accord avec moi pour dire que nous avons participé à des projets importants en la matière. Il y a plus d'un an, nous avons soumis une demande avec les employeurs de comité européen et nous attendons encore la réponse de la Commission. En tout cas, nous sommes engagés pour promouvoir ce dialogue social. Bon, il se pose également quelques problèmes au niveau des maisons de retraite, notamment, souvenez-vous du scandale français et autrichien. Et nous sommes un peu déçus que la Commission continue à mettre l'accent sur les investissements privés des soins dans la recommandation. Donc, l'accès aux fonds publics doit être lié aux négociations collectives, comme je l'ai dit, pour assurer une amélioration des soins et des conditions de travail dans le secteur. Et cela ne peut se faire qu'avec l'implication des syndicats et des employeurs. Thomas, vous avez abordé la question de la migration. La migration, c'est également une question assez large qui renvoie à la question de comment résoudre le problème de pénurie. Je pense qu'il est important d'abord s'attaquer aux causes de la pénurie de main-d'œuvre, plus de financement public, de meilleures conditions de travail pour que le secteur soit plus attractif. Voilà autant de solutions à la pénurie de main-d'œuvre. L'intervenant précédent a parlé de la nécessité de flux migratoires légaux. C'est en effet particulièrement important. Et nous devons éviter toute exploitation des travailleurs migrants, ou parfois d'ailleurs de travailleurs autochtones ou de l'Union européenne. Nous avons des exemples en Allemagne d'exploitation de travailleurs bulgares, par exemple. Voilà également des questions à aborder. Il faut une égalité de traitement de tous les travailleurs et éviter toute violation des droits humains. Évidemment, dialogue social, mise en place d'un comité de dialogue social européen pour améliorer les conditions de travail, les conditions de salaire. Voilà autant d'éléments positifs qui maintenant doivent passer de la théorie à la pratique. Merci beaucoup, Yann William. Très clair, des messages très clairs que nous partageons d'ailleurs au sein de l'EASPD. De toute façon, nous continuerons à travailler ensemble sur ces questions. Passons maintenant à l'autre côté de la table du dialogue social, les employeurs. Sylvain Renouvelle, qui représente la Fédération des employeurs sociaux européens. La stratégie européenne parle de meilleurs emplois, meilleures conditions de travail. Qu'est-ce qui vous empêche de
procéder à cette amélioration dès maintenant et dans quelle mesure la stratégie va-t-elle vous aider? Merci, Thomas. J'ai la tâche difficile d'être le dernier intervenant, mais je dirais que pour rebondir sur ce que Jan Willem a dit, le financement est la question clé. Il va falloir maintenant convaincre les États membres d'investir dans les services sociaux. Ça sera particulièrement difficile, bien sûr. Fournir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, un meilleur statut également. Voilà les conditions clés qui permettraient d'améliorer l'attrait de la profession. Autre défi de taille, parce que nous sommes convaincus que nous devons améliorer les conditions de travail, les conditions de formation également de notre personnel. Et ainsi, nos services seront plus attrayants dans tous les États membres, partout en Europe. Nous avons déjà travaillé avec l'EPSU, comme Jan Willem l'a dit, dans le cadre de plusieurs projets européens. Et il y a 2 jours, nous avons eu un rapport sur l'amélioration des services dans le secteur en Europe. Et nous continuerons ce travail, bien sûr, avec l'EPSU pour améliorer l'attrait du secteur. Parce qu'il est important d'améliorer les relations entre les OSC, les syndicats et les employeurs dans le secteur, dans le but final d'améliorer les conditions de travail. Et il faut également échanger des bonnes pratiques, des exemples de bonnes pratiques sur l'amélioration des conditions de travail. Et comme Jan Willem vient de le dire, on ne peut le faire sans dialogue social. Il faut renforcer les capacités des partenaires sociaux. Et dans la moitié des pays en Europe, il n'y a pas, pour l'instant, de dialogue social sur les services sociaux. C'est important d'améliorer ce dialogue social, comme Jan Willem l'a dit. Depuis 1 an, on attend la réponse sur notre demande de comité de dialogue social sur les services en Europe. Et nous espérons que la stratégie va nous aider à obtenir cette réponse. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Message très clair. On a besoin de dialogue social, d'un comité de dialogue social européen pour le secteur au niveau européen le plus rapidement possible. Voilà ce qui en est de mon côté. Dernière chose à vous dire, c'est que la stratégie européenne telle qu'elle est proposée par la Commission européenne est maintenant entre les mains des États membres et c'est vous, les organisations nationales, qui devront faire pression sur vos gouvernements. Donc, lisez bien la stratégie, faites pression sur vos gouvernements pour qu'ils prennent les bonnes décisions de mise en œuvre, sachant bien sûr que nous vous aiderons à se faire. Je donne 1 minute à Katerina si elle veut réagir avant de rendre la parole à Jan Willem pour ses conclusions. En attendant, je remercie déjà tous ceux qui ont participé à cet événement. Merci beaucoup, Thomas, et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à organiser ce moment très important, cette discussion sur la stratégie européenne et sur la recommandation. Bien sûr, il m'est impossible de réagir à tout ce que vous avez dit. Nous avons pris note, en tout cas, bonne note de ce que vous avez dit. Et beaucoup de ces questions se reflèteront dans les négociations que l'on va maintenant mener sur les recommandations. Petit conseil de ma part, lisez bien la stratégie et les actions qui y sont proposées. Comme vous l'avez dit, c'est un premier pas. Oui, enfin, bon, c'est un premier pas, c'est vrai. Mais il y a d'autres pas qui ont précédé ce premier pas. Et comme toute autre stratégie, ce qu'il faut, c'est que cette stratégie mette en place un système de mise en œuvre des mesures et des actions qui sont proposées. Donc, il est important
pour chaque activité de voir qui sera responsable de leur mise en œuvre. Il est important également d'envisager la stratégie de communication en lien avec les deux recommandations et voir comment certains de ces principes seront mis en œuvre. Par exemple, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur la raison pour laquelle les objectifs de Barcelone, la révision des objectifs ne bénéficie pas d'un coordinateur, mais n'oubliez pas qu'il y a le coordinateur sur la défense des enfants qui prévoit cette synergie. La synergie est déjà en place. Vous avez la stratégie sur les droits des personnes handicapées et je tire grande fierté que la Convention des Nations Unies sur les personnes handicapées soit prise en compte dans le document, notamment le principe de la liberté de choix pour que les gens puissent choisir le type de soins. Bon, il y a pas mal d'actions, il y a un vaste éventail d'actions qui sont prévues dans les trois documents. Et on voit d'ailleurs l'impact que d'autres documents stratégiques ont eu sur ces documents. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux qui se sont plaints de la vitesse de ma présentation, mais je n'avais que 20 minutes, donc c'est un défi. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et je vois que Thomas a mis dans le chat ce dont je parlais quand je parlais de UNCRPD, la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Enfin, je présumais, comme vous êtes pour la plupart des experts, que c'était un document relativement bien connu. En tout cas, merci beaucoup. Je présume que nous continuerons à travailler ensemble parce que c'est de la synergie qui est nécessaire, la synergie avec les partenaires sociaux. Il faut évaluer maintenant ces stratégies de tous les points de vue, du point de vue du genre, de la qualité. Et j'ajouterais que du côté des fournisseurs, le principe de qualité s'applique à tout le monde, peu importe qu'il s'agisse de fournisseurs publics ou privés. Et espérons que les États membres trouveront la force accepteront d'adopter ce document très ambitieux le plus rapidement possible. En tout cas, voilà, j'espère qu'on se reverra d'ici peu. Merci beaucoup, Katerina. Et maintenant, pour les mots de conclusion, j'aimerais bien sûr remercier toute l'équipe de la Commission qui a travaillé à cette stratégie. Pour conclure, Jan Willem, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Thomas. Merci à tout le monde. Merci aux intervenants, intervenantes, parce que vous avez donné une vision assez globale, exhaustive du paquet de la Commission européenne, qu'il s'agisse des soins de longue durée, de l'enseignement et de l'accueil de la petite enfance. Vous avez également parlé des stéréotypes genrés, de la pénurie des main-d'œuvre, etc., de tous les aspects. Donc, nous avons bien entendu le message de mise en œuvre maintenant de cette stratégie. Et bien sûr, maintenant, ce qu'il faudra, c'est des mécanismes plus clairs. Et en conclusion, bon, j'espère que vous avez compris l'importance de nos différents messages sur la stratégie. Et il y a eu une véritable richesse de points et de commentaires que je ne me permettrai pas de résumer, ce serait impossible, mais j'aimerais remercier Katerina de la Commission européenne, Katerina Ivankovic, que l'on connaît depuis un certain temps déjà. Merci pour cette stratégie, merci de cet objectif d'amélioration des soins, merci d'avoir mis l'accent sur l'accessibilité
qualité, le prix raisonnable. Merci d'avoir mis l'accent sur les soins formels et informels. Merci d'avoir mis l'accent sur cette approche basée sur les droits. Normalement, ces recommandations devraient être adoptées sous présidence tchèque avant la fin de l'année. Donc, ensuite, il faudra que les plans d'action nationaux voient le jour, que les coordinateurs nationaux soient désignés. Et bien sûr que tout cela se fasse en lien avec le processus du semestre européen. Les eurodéputés ont souligné l'importance du Parlement, bien sûr. Ils ont mis l'accent sur leur propre stratégie. Et je remercie encore nos deux intervenants du Parlement européen qui ont souligné qu'il manquait peut-être une reconnaissance du droit aux soins qui est quelque chose d'important pour le Parlement européen. Ils ont également souligné qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de propositions législatives, d'objectifs clairs permettant d'améliorer la situation des soins dans les États membres. Ils ont également souligné que pour eux, les soins de longue durée, c'est un bien public. Et ils ont cité les objectifs de Barcelone comme exemple de ce qui pourrait se passer au niveau des soins de longue durée. Il y avait d'autres points qui ont été cités, notamment la nécessité de passer à des soins locaux, des soins basés sur les communautés, autant d'objectifs sur lesquels nous devrions continuer à travailler. Les différents intervenants ont dit des choses importantes sur la qualité de la vie. Il faut que la qualité de vie soit le focus principal. Est-ce que l'approche commande publique est la bonne approche? On a posé la question. On a souligné également l'importance d'une approche basée sur les droits humains, sur la diversité des services, la formation des professionnels, l'importance des soins comme bien public. Voilà autant de domaines importants. Les intervenants, les intervenantes, comme les partenaires sociaux, merci d'ailleurs aux employeurs sociaux, ont souligné l'importance de s'attaquer à la question des bas salaires, des conditions de travail et l'impérieuse nécessité du dialogue social. Vous avez également souligné l'importance du financement des ressources pour améliorer la qualité des services que nous voulons fournir en tant que professionnels et en tant que travailleurs. Voilà, je sais que je n'ai pas rendu justice à la richesse des commentaires, mais certains parmi vous ont déjà publié des communiqués de presse et des réactions écrites à la stratégie que je vous invite à lire. Merci en tout cas à ceux qui ont organisé ce webinaire. Nous continuerons à travailler ensemble. Merci en tout cas à tous les participants et à toutes les participantes. Merci à Thomas et à son équipe de l'ESPD. Merci aux interprètes. Merci aux interprètes en langue des signes, bien sûr. Il y a beaucoup de pain sur la planche qui reste, bien sûr, pour que nous mettions en place un système de soins basé sur les gens, accessibles. Et nous avons donc encore beaucoup de travail jusqu'à l'adoption et même après l'adoption par le Conseil des recommandations. Merci à nouveau d'avoir participé. J'espère que vous avez entendu le message. Et merci à nouveau et bonne chance pour l'avenir. Merci à tout le monde, dit Thomas.